Bonjour à toutes, à tous. Merci de nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique. Nous sommes le lundi 25 juillet 2022. Bienvenue dans votre émission Afrique Actu. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de l'importance du développement personnel. Nous aborderons la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Nous évoquerons également la situation sécuritaire au Mali, notamment avec la recrudescence des attaques djihadistes ces derniers jours. Au Sénégal, les élections législatives sur un fond de tension entre des coalitions de l'opposition seront abordées également dans cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ces plateaux un invité trié sur le volet pour décrypter ensemble l'actualité africaine. Bonjour, Monsieur Babadem. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Vous êtes coach et formateur en développement personnel et professionnel. Ouais. Vous êtes également un jeune leader qui anime des conférences sur de nombreuses thématiques pour le développement du continent. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation en tout cas. Tout d'abord, nous allons parler du développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Quel est son rôle? Le rôle que moi j'attribue au développement personnel, c'est quelque part d'avoir des objectifs et de pouvoir les atteindre. Mais les atteindre à travers ses propres critères, ses propres références et sa propre expérience. Donc c'est surtout ça, de se dire ce que j'ai, comment je peux faire en sorte de l'amener là où je veux l'amener. Au lieu de importer ce que les autres vont vous apprendre, de suivre ce que les autres vont vous apprendre et d'avoir le résultat de ce que les autres vont vous donner en fait. Et donc c'est là où je différencie. Et lorsque les personnes sont conscientes de ses propres atouts, elles peuvent aller très loin. Malheureusement, c'est pas des choses qu'on développe au niveau de l'école, c'est pas des choses qu'on développe au niveau de l'enseignement et de la formation. Et malheureusement, on retrouve beaucoup de gens qui se disent tiens, actuellement j'en ai besoin. Et souvent ceux qui le disent, c'est ceux qui vont rechercher du travail parce qu'à ce moment précis, quand on quitte par exemple la sphère académique, on se rend compte que on n'a pas confiance en soi pour valoriser ses propres compétences. Et donc, à travers son propre développement personnel, en sachant que le développement personnel, il y a un mot très très important dans le développement personnel, c'est la partie personnelle. Personne ne va vous apprendre à faire certaines choses que vous, pendant votre éducation, vous n'avez jamais eu. Il faut s'inspirer des autres, mais faire à votre sauce pour atteindre certains objectifs que de copier les autres et ne pas pouvoir atteindre vos propres objectifs, mais des objectifs de l'autre qui sont parfois, par éducation, pas quelque chose qui vous corresponde en fait. En quelques mots, quelles sont les bases du développement personnel? D'abord, c'est la prise de conscience de soi en fait. Il y en a beaucoup qui sont obligés d'avoir des accidents de parcours, des accidents de vie pour commencer à se dire tiens, je peux. Je vais prendre ce petit exemple qui va parler à beaucoup de gens. Parfois, c'est lorsque vous êtes en couple, vous êtes dans votre couple et au moment de la séparation, c'est là où vous vous dites je me suis empêché de faire des choses que j'aurais pu faire. Et c'est à ce moment-là qu'on se libère en se disant tiens, j'aurais pu faire ça et ça. C'est à peu près ça, c'est de se dire quel est mon potentiel. Souvent, je vois des personnes comme ça. Quels sont les diplômes que vous avez acquis? Quelles sont les expériences? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pas mal d'expériences, mais qui banalisent leur propre expérience. Et c'est quand c'est d'autres personnes, souvent quand moi je rencontre des personnes, je lui demande de me raconter son parcours. Et je commence à noter son propre parcours, ses propres mots. Et une fois que vous les notez et que vous lui montrez ça, la personne se dit tiens, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme si vous récupérez une phrase de la personne. C'est là où le coaching est oui. C'est ça qui est très important, c'est d'accompagner. Là où on peut décrier certains coachs, entre guillemets, je crache pas dans la soupe, c'est de se dire pour arriver à avoir cet objectif, vous devez passer par ça. Non, vous êtes peut-être passé par ça, mais on peut être inspiré par rapport à ça. Donc tous ceux qui vont vous dire je suis parti de zéro et j'ai réussi, prenez ma méthode. Parfois il y a des échecs derrière en fait. Et la réussite des uns, ce n'est pas la réussite des autres. Et aussi, il faut vraiment voir le contexte. Il y a des personnes qui sont bien dans leur contexte. Il y a des personnes qui sont bien dans le salariat. N'allez pas dire à un salarié, si tu veux réussir, crée ta propre entreprise parce que c'est ta propre réalisation. Tu peux réaliser dans le domaine où tu es. Donc, en gros, personnel, il faut vraiment penser, moi, ce que je peux apporter à ma vie sociale, à ma vie professionnelle, à ma vie pour la société. Et si on pense ça, et pour faire le lien avec l'Afrique, c'est pour ça que j'exhorte beaucoup de jeunes Africains
parce que ça fait des années, en fait des décennies, qu'on a les mêmes problèmes, on répète les mêmes choses pour le continent africain, et à chaque fois il y a des mots, et on va y venir avec le président Macron en France. Justement, par rapport à cette question, beaucoup de jeunes Africains et de la diaspora se sont tournés aujourd'hui vers l'entrepreneuriat. Quelle peut être la place du développement personnel dans ce secteur? Mais en fait, en gros, c'est comme je disais, il y a un mot qui apparaît souvent dans le développement personnel. Lorsque vous faites des recherches des mots-clés, il y a la confiance en soi. La confiance de pouvoir réaliser des choses. Si vous prenez l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes Africains. Par exemple, il y a des programmes qu'on dit, si vous avez un projet, je vais vous financer. Et il y en a beaucoup qui vont comprendre projet égale financement égale argent. Et pourtant, ils ne pensaient pas à ça. Donc, généralement, vous allez voir des jeunes qui vont dire, tiens, alors que la personne ne connaît rien de l'agriculture, tiens, pourquoi ne pas transformer les mangues dans mon village qui pourrissent, et de pouvoir faire la transformation, et je vais devenir un entrepreneur. Si par contre, vous ne connaissez pas le contexte, l'environnement, mais vous allez faire, en fait, en gros, l'aide entraîne la facilité des personnes au lieu de réfléchir. Et c'est là où on peut parler d'entrepreneuriat. En Afrique, quand on dit entrepreneuriat, on est presque tous entrepreneurs. Et parfois les mots sont bizarres, parce que la femme qui vend au bord de la route, c'est une entrepreneuse. Oui, mais on ne va pas la considérer comme une entrepreneuse. Ouais, les jeunes qui vont commencer sur leur tête, qui mettent des arachides et qui vont voir des bananes et tout ça, c'est un début d'entrepreneuriat. C'est même pas un début d'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat. Et les gens, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est avoir des bureaux, c'est d'avoir sa voiture, etc. Alors qu'entreprendre, c'est vraiment réaliser ses propres en fait, son épanouissement personnel à travers donc des projets, et parfois c'est de la fierté aussi. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de voir par exemple ce jeune ou cette femme qui est au bord de la route, ne pas se dire pendant 10 ans il faut qu'elle soit au bord de la route. Elle commence au départ, mais si on peut faire en sorte que tiens, elle a une expérience, l'aider à créer peut-être sa petite structure, et après à développer, parce qu'elle va transmettre cette expérience à d'autres personnes, elle deviendra une multi-entrepreneuse. Et c'est comme ça qu'on doit voir les choses, et pas se dire tiens, on a une idée d'entrepreneuriat, aujourd'hui c'est l'agriculture, tout le monde s'y met alors que personne ne sait faire. Et si je vous comprends bien, donc le développement personnel peut être un facteur de réussite. Un facteur de réussite, absolument. Mais le facteur de réussite, c'est de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose. Posez-vous juste la question à savoir qu'est-ce que j'apporte pour moi, pour ma famille, et ensuite quel est l'impact que j'apporte pour mon pays. En gros, tout ce qui va du développement personnel vers le développement entre guillemets collectif, et là où je fais la distinction avec l'Afrique, c'est que nous devons tous, en tout cas enfants d'Afrique ou ceux qui sont intéressés, y mettre la patte à la main à ce développement. Mais développement, c'est pas les chiffres, c'est pas les chiffres de croissance, etc. C'est vous-même, comment vous pouvez subvenir à vos besoins et aider les autres à atteindre ou à subvenir à leurs propres besoins. C'est comme ça que je vois effectivement ce développement personnel. Et en gros, le mot développement personnel, c'est dommage de l'employer, parce que en Afrique, on a tendance à banaliser, mais si on regarde bien, tout ce qu'on nous dit, c'est du développement personnel. Quand vous allez, il n'y a plus cet arbre à pas l'arbre. Mais quand vous alliez au village et que vous écoutiez le grand-père après la prière de 19h, et qui recevait les enfants et qui racontait des contes, tous ces contes, que ce soit de Luc le Lièvre ou les contes qu'on nous raconte, c'est une sorte de montrer aux enfants qu'il faut du courage, de la confiance pour atteindre des objectifs à travers des contes animaliers. Et ça, on ne le prend pas ça en compte. La religion, les mots de la religion sont du développement personnel, en gros. On fait un focus sur vous, vous dire que, quelle que soit la vie, c'est les difficultés, c'est le mélange de difficultés et de réussite. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Si vous ne traversez pas des bas, vous n'allez jamais savourer vos hauts. Et si vous n'avez que des hauts, vous allez tomber de très haut pour aller en bas. Donc en gros, il faut vraiment se prendre conscience que vous pouvez. Et surtout, dans sa tête, c'est pas se dire je fais pour réussir, je fais, j'essaye, je vois. Et si je ne réussis pas, au moins j'aurais essayé
et je prends des leçons de ça. C'est juste ça. Merci beaucoup. On a compris c'est quoi les développements personnels. Maintenant, Monsieur Dème, nous allons à présent parler de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Il est attendu ce lundi au Cameroun. Il va poursuivre son périple au Bénin et en Guinée-Bissau. D'abord, pourquoi le choix de ces trois pays et quels sont les principaux enjeux de cette première visite du chef de l'État français sur le continent après sa réélection en avril dernier? C'est vrai que c'est sa première visite, en regardant bien, sa première visite au Cameroun. Après, il fait le Bénin et la Guinée-Bissau, où ça sera même sa première visite dans un pays lusophone. Il faut regarder bien le contexte aussi où il y a cette guerre, il y a cette guerre Russie-Ukraine, mais il y a aussi le cas malien où on a vu la mainmise de la Russie, sans compter effectivement les tensions terroristes, etc., militaires. Et aussi, il y a ce climat, entre guillemets, ce climat anti-français qui se développe avec avec ce qu'on peut dire soit les conspirateurs, soit le panafricanisme, soit etc. Et donc ce qui est entre guillemets pas drôle, en fait drôle quelque part, c'est que cette fois-ci le président Macron va aller défendre ses intérêts qu'il perd. Et j'ai suivi, par exemple, parce que j'ai beaucoup suivi la CAN qui s'est déroulée au Cameroun. C'était au mois de janvier-février. Et sur le consortium des entreprises pour la CAN, l'organisation de la CAN, de toutes les entreprises étrangères, aucune n'était française. 2, 3 ou une décennie avant, il n'était même pas pensable. C'est une manière pour Macron d'aller défendre le marché français. Mais bien sûr, et je pense que c'est par rapport, mais bien sûr, c'est par rapport et surtout au Cameroun, c'est par rapport non seulement à la mainmise, parce que si vous regardez bien l'actualité, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais il y a Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui fait sa tournée en Afrique aussi, et qui est en train suite à la visite de Macky Sall en Russie, aller pour rassurer les Africains que effectivement le blé russe ou le blé ukrainien n'était pas dû, en fait le manque du blé n'était pas dû à la Russie, mais aux tensions géopolitiques. Et mais c'est dommage que l'Afrique pense comme ça. Et donc Macron, il y va pour ses intérêts, ses propres intérêts, les intérêts des Français. Et eux, ils disent qu'ils viennent pour renouveler la relation avec l'Afrique. Mais, quand on parle des deux pays, normalement, le Cameroun et le Bénin, ce sont des pays francophones, mais la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone. Pourquoi cette visite en Guinée-Bissau? Guinée-Bissau, je pense surtout que c'est le fait que le président Mbalo a été nommé est le président de la CEDEAO actuellement. Et je pense que cette visite va dans ce sens, mais au-delà de ça, la Guinée-Bissau aussi a des frontières avec des pays francophones. Donc, la Guinée-Bissau utilise également le franc CFA. Absolument, il y a tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment première visite d'un chef d'État français dans un pays lusophone, alors que avant on se contentait du précaré francophone. Mais je pense qu'ils ont peur aussi que l'influence française est vraiment en train de baisser au détriment. Les Chinois, on le savait, mais les Russes actuellement, c'est en train de se développer sur le continent africain. Justement, en octobre 2021, à Montpellier, le président français Emmanuel Macron a fait le choix de rompre avec la tradition, notamment le sommet France-Afrique qui réunissait autrefois les chefs d'État et de gouvernement africains, et le président français a changé de format. À la place de chef d'État et de gouvernement, Macron a reçu la société civile africaine, notamment le jeune. Cet échange direct avec la jeunesse africaine avait été précédé par la rencontre de Ouagadougou en 2018, c'était en novembre, où il faisait face aux jeunes burkinabés. Ce lundi, Macron entame une tournée africaine. Au cours de son périple, il rencontrera la jeunesse camerounaise et où il sera question de coopération et d'entrepreneuriat. Quel regard portez-vous sur ces échanges entre Macron et la jeunesse africaine? Il veut effectivement rompre avec le passé, mais pour moi, c'est que de la communication, en fait. C'est là où
je prends, parce que quand on regarde bien par rapport au sommet France, Oui, le sommet qui a eu lieu voilà, à en Montpellier. 2021, Lorsque vous écoutiez bien Macron, il disait Mhm. je romps avec les sommets formels, avec les chefs d'État, et je veux parler directement à la jeunesse de ces pays. Pour moi, c'est heureusement que ça s'est fait en France. Mais comment on peut accepter est-ce que Macron accepterait que Macky Sall vienne en France et dire je vais vous parler à votre jeunesse et je vais vous mettre de côté parce que je veux un dialogue direct. Je pense pas que ça se passerait comme ça. Et le fait de discuter avec les jeunes, c'est bien parce qu'au moins il y a la réalité du terrain que ces jeunes vont évoquer. Il y a cette réalité du terrain, mais ce que moi je vois en exergue, c'est vraiment la faiblesse de nos autorités et de nos autorités africaines qui acceptent. Et ce qui permet à Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était lorsqu'il avait fait sa conférence à Pau, parce qu'il était fâché du sentiment, c'était par rapport au franc CFA, il avait employé les mots je vais les convoquer. Vous convoquez des chefs d'État africains chez vous pour leur dire, et mieux, il suffit de regarder les images pour leur dire, soit vous arrêtez avec votre sentiment anti-français, soit nous retirons. Et c'est quelque part infantiliser les chefs d'État africains. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et après, heureusement que quand on dit Afrique, souvent, nos médias, en tout cas les médias occidentaux, quand ils vous disent Afrique et qu'ils parlent de l'Afrique, ils vont vous parler, dès que c'est négatif, on vous parle de l'Afrique comme un seul pays. Dès que c'est positif, par contre, on va individualiser l'Afrique. Regardez bien, lorsque au JO, les Kenyans sont au sommet, on va dire les Kenyans. Lorsqu'on va vous parler d'un miracle, on va vous dire les Rwandais. Oui. Par contre, lorsqu'il y a... C'est là est valable également pour la diaspora. Quand un franco-malien ou un franco-sénégalais fait un effort ou quelque chose quand même qui est grandiose, on parle de français. De français ou franco-malien. Et on va mettre Mali, mais on ne va pas dire franco-africain. Par contre, quand c'est négatif, c'est l'Afrique en fait. En gros, lorsqu'il y a une guerre, c'est l'Afrique, etc. Donc moi, je préfère qu'on utilise même le mot Afrique pour parler de l'Afrique en positif et éventuellement inverser et individualiser ce qui ne va pas. Pourquoi pas. Mais je préfère garder le mot Afrique pour dire, c'est vrai qu'il y a 54 pays différents, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures, mais on est quand même l'Afrique. Et si eux, ils pointent l'Afrique du côté négatif, nous, on n'a qu'à pointer l'Afrique du côté positif. En quoi le développement personnel, on va revenir sur cette expression encore une fois, le développement personnel, en quoi le développement personnel peut-il aider ce jeune Africain face aux questions de développement et des coopérations ? En fait, lorsqu'il y a les coopérations, les subventions, généralement, c'est de l'aide. Lorsque on va vous aider, on va vous dire, c'est comme ça que vous allez utiliser les fonds que nous allons vous prêter. J'avais fait un voyage au Cameroun. C'était pour au niveau agriculture. Et les personnes, quand je suis arrivé, les personnes m'ont dit, nous vous écoutons. Or, c'est eux qui maîtrisaient. Je leur ai dit, mais moi, je ne suis pas là pour vous écouter, mais je vais plutôt apprendre de vous. Et quand eux ont décidé de m'apprendre, de me dire, voilà, nous, c'est comme ça que nous cultivons ça avec leur process, c'est là où je me suis dit, mais au-delà du sobriquet qu'on leur dit paysans ou agriculteurs, pour moi, c'était des experts et des ingénieurs dans leur domaine. Sauf que eux-mêmes, ils ne se considèrent pas ainsi. Et leur connaissance, si je leur avais pas dit, apprenez-moi, ils allaient carrément me dire, nous vous écoutons. Et écouter ce que moi j'allais leur dire. Et si moi je ne suis pas expert dans la matière, je partirai voir Google, voir ce que l'expertise dit, et j'allais leur dire c'est comme ça qu'on doit faire pour avoir plus d'engrais ou de récolte. Et eux ils me diront non, c'est pas comme ça qu'on fait, nous on a l'habitude de faire. C'est à ces personnes-là qu'on doit faire beaucoup plus confiance, mais c'est à ces personnes aussi de se dire tiens, pour atteindre ça, nous avons besoin que de ça pour atteindre une rentabilité ou des récoltes supérieures. Et c'est en les écoutant, c'est pour ça que je lance un appel à nos autorités, aller dans les villages, aller dans tout ce qui est champs agricoles, écouter d'abord ces agriculteurs, ces paysans, écouter leur expertise et demander-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour atteindre cet objectif, que de leur dire
dans le plan d'un programme agricole, nous vous avons donné 10 tracteurs. Souvent, les tracteurs, on va se demander à quoi ça va être utile, ou etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'en termes de développement personnel, à ces entrepreneurs ou à ces agriculteurs, c'est pas parce qu'il y en a qui se mettent de côté, parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas parler la langue des projets, en fait, soit l'anglais ou le français, et eux, ils s'écartent. Moi, je leur dirais, il faut les écouter, et aux jeunes, de pouvoir traduire ce qu'ils ont au niveau des projets agricoles, de pouvoir les traduire en projets écrits, entre guillemets, et d'aller chercher effectivement les aides dont on a besoin pour atteindre, pourquoi pas, l'autosuffisance alimentaire. Mais ça fait des décennies, on parle d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, et jusqu'à présent, on en est là parce que tout simplement, on va chercher des plans qui viennent du FMI, alors que nous-mêmes, on peut avoir nos propres plans, et de demander de l'aide au moment où on en a besoin sur des questions précises. Et c'est pour ça qu'ils aient la confiance de prendre des initiatives. Heureusement, aujourd'hui, maintenant, il y a tous ces médias qui nous permettent de nous connecter avec cela et de ne pas hésiter à se dire, voilà mon projet pour tel village, pour telle ville, pour telle commune, et à nous de pouvoir les aider derrière. Sinon, ils vont toujours se mettre des barrières, des obstacles, et attendre que les autres vont leur dire c'est comme ça qu'on fait. Et souvent, quand on regarde tous les plans de développement, que ce soit agricole ou économique en Afrique, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est souvent des échecs, parce qu'on regarde juste l'argent qui va être mené, mais on ne regarde pas le plan à moyen et long terme. Justement, l'Afrique devient le terrain où le match de la géopolitique et d'autres défis se jouent. Comment cette jeunesse doit-elle se préparer pour faire face à tous ces défis? Se former déjà, mais se former aux négociations internationales, parce que si on regarde bien, tout se passe au niveau globalisation. Imaginez-vous que depuis les années 60, les indépendances africaines, à l'ONU, on n'a même pas de droit de vote de veto. De droit de veto à l'ONU. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même que je me dis, 60 ans après les indépendances, jusqu'à présent, on est obligé de demander aux diplomates français, écoutez, prenez cette décision pour nous au moment où vous allez aller à la réunion du Conseil de sécurité. Et on est toujours sous couvert des puissances occidentales. On est sous couvert des puissances occidentales, mais encore mieux, si je dois caricaturer, ces puissances occidentales vont vous taper sur l'épaule en disant compte sur nous, t'inquiète pas, on va te défendre. Et ils visent également leurs intérêts par rapport à ça, parce que, comme on l'a dit, les pays n'ont pas d'amis, mais n'ont que d'intérêts. Donc, en ce moment-là, est-ce qu'ils ne vont pas mettre en avant leurs intérêts? Mais forcément, mais c'est toujours ça. Le pire à la limite, pour les Français, la France en tout cas, dans l'histoire depuis les indépendances, eux, ils maquillent sous couvert de coopération, sous couvert d'aide au développement, alors que c'est leur intérêt. Très bien choisi. Des mots choisis, solidarité internationale maintenant. Et quand ces mots vont commencer à devenir péjoratifs, vous allez voir, bientôt, ça va pas m'étonner qu'on dise nous allons faire une coopération gagnant-gagnant. Je suis sûr qu'ils vont nous sortir ça, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. On a vu également par rapport à la Chine, quand ils ont une visée sur vos matières premières, par exemple, ils vont vous construire une route qui va de ce point d'exploitation à la mer. Et ils vont vous dire, grâce à nous, grâce à la coopération sino tel pays, nous vous avons construit une route et pour vous permettre votre développement. Mais pourtant, cette route, c'était uniquement pour acheminer leurs produits vers le port. Et nous, on va se dire, ah bravo, grâce à vous, on peut... je pense qu'il faudrait qu'on se forme. Au Sénégal, par exemple, on a trouvé du pétrole, on a trouvé du gaz, mais je vous assure que ça va être les sociétés étrangères qui vont, pendant des centaines d'années, exploiter ça pour eux, par eux, et laisser les miettes aux autres. Et nous, on va applaudir parce qu'ils vont nous donner 10%, 7%. Donc c'est à nous de nous former, et on ne peut pas me dire... 20 ans après les indépendances, je comprendrai. Mais 60 ans après, moi, je regarde la diaspora africaine. Je regarde, au-delà de la diaspora africaine, je regarde ceux qui sont aussi sur le continent. Nous avons tellement de talents que on a du mal à croire que ces talents ne pourront pas, par eux-mêmes,
développer le continent. Au-delà de la formation, parce que vous insistez beaucoup sur la formation, au-delà de la formation, quels sont les aspects qui doivent être mis en avant après la formation? Mais quand je parle de la formation, il y a aussi connaître les codes de négociation. Je donne juste une anecdote. Au niveau de l'Union européenne, une fois, il y avait la délégation du Rwanda qui venait négocier, je crois, un plan. Je ne sais pas si c'est un plan d'aide. En tout cas, une coopération. Et l'équipe rwandaise ou la délégation rwandaise sont venus avec des avocats, avec des ingénieurs, avec des experts. Je pense que là, les négociations ont duré une journée. Et il faut vérifier ça j'ai vu cette vidéo sur YouTube où, à la sortie de cette négociation, il y a un Européen qui a dit mais d'habitude c'est pas aussi dur que nous ça, pour parler des Africains en fait. Donc au-delà de ça, il y a la formation, connaître les enjeux, et surtout c'est pas se dire contre les autres, mais surtout de se dire voilà mes intérêts. C'est pour ça que lorsqu'on dit les États n'ont que des intérêts, les Français ont des intérêts, l'Occident ont des intérêts, mais les Africains aussi ont des intérêts. Et chacun doit défendre ses intérêts. C'est uniquement ça. Et savoir les défendre, c'est pas forcément de crier ou de crier au complotisme ou à la colonisation, mais c'est mot par mot, établir des projets, calculer la rentabilité, calculer même le seuil, en fait, ce qu'on appelle la marge, et à partir de là, de négocier. Mais généralement, parfois, on y va sans marge. Et c'est l'anecdote que je racontais quand les personnes disaient « Mais d'habitude, c'est pas aussi dur que ça. » C'est pas aussi dur que ça. Nous allons parler maintenant d'un tout autre sujet sur le continent. Il s'agit de la situation sécuritaire au Mali qui se dégrade malgré la montée en puissance des FAMA. Les FAMA, c'est les forces armées maliennes. Les attaques terroristes contre des camps militaires maliens deviennent de plus en plus fréquentes. Hier dimanche 24 juillet, les FAMA ont une fois de plus déjoué une tentative d'attaque du camp de la garde nationale à Sévaré, à quelques centaines de kilomètres de Bamako, la capitale malienne. Qu'en pensez-vous de cette situation? C'est regrettable parce que ça dure. Ça dure, c'est depuis 2012. Moi, je me souviens, vous parlez de Sévaré, je me souviens en 2012, je crois que c'était 2012, c'était Sévaré qui était attaqué. Et c'est là où François Hollande, à l'époque, ont amené la mission, à l'époque, ça s'appelait la mission Serval. Serval, oui, à Kona. Et je me souviens qu'à ce moment, on se disait, avec cette mission Serval, vu que c'était un pays comme la France qui savent se battre contre les terroristes, parce que la France a connu en tout cas le terrorisme même avant 2012, que grâce à leur expertise, en moins d'un an, pour nous, grâce aux satellites, grâce aussi à leur arrivée, l'accueil qui a eu lieu après l'arrivée des chars. Moi, j'avais un regret quand même par rapport à ces chars, les chars français qui venaient, et que la population en tout cas la population malienne avait accueilli ça avec un enthousiasme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, et que même François Hollande même était très ému par rapport à ça. Il a eu même des homologues, enfin des homonymes. Des homonymes, oui, effectivement, de François. Et moi, quand je regardais le défilé de cette armée comme une armée de libération, je me suis dit, dommage que ce ne soit pas les FAMA qui profitent de ça, en fait. Et je me suis dit, bon, face au terrorisme, peut-être qu'on n'était pas assez munis pour se battre. Et je me suis dit qu'au bout d'1 an, avec les renseignements, avec les satellites, avec les moyens colossaux des Français, la question du terrorisme serait terminée en moins d'1 an. 10 ans après, 10 ans après. Mais M. Deme, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Je suis d'accord. C'est difficile de vraiment gagner une guerre comme ça. Oui, je suis d'accord. Mais 10 ans après, on vous parle de l'échec de Barkhane. 10 ans après, et on parle des Français, c'est vrai, la mission française, mais il y avait aussi la mission de la MINUSMA qui était là. Il y avait toutes les armées étaient là. Tous les soldats du monde sont actuellement au Mali, comme le disent certains. Exactement. et en plus, on arrivait, en fait,
En gros, on pouvait les identifier. Par exemple, les soldats, les terroristes maliens, excusez-moi pour le terme, les terroristes, les terroristes, oui, ouais, les terroristes, qui sévissent au Mali. Ils étaient à un moment canalisés au nord du Mali. C'est à un moment donné, quand ils ont commencé à arriver jusqu'à Sévaré et s'approcher de Bamako, que on a commencé vraiment à s'en préoccuper, entre guillemets, à s'en préoccuper et de prendre toutes les mesures d'urgence pour les stopper, en fait. Mais c'est là où ça fait peur, en fait. Le terrorisme, je pense qu'il ne doit pas y avoir de... Et quand vous écoutez la mission Barkhane en ce moment, quand il parle, il disait que nous, on se retire parce qu'on ne peut pas travailler avec les Russes. Moi, j'aurais préféré avoir une mission internationale contre les terroristes. Et là, c'était plus des enjeux politiques qui s'y passent au-delà de la sécurité. Et le nombre de morts que vous avez, qu'il y a des exactions des villages, on en a entendu. Mais il a fallu que maintenant, ça vienne vers Bamako, et je le savais. Il suffit qu'il vienne sur Bamako, que ça va commencer à devenir un enjeu beaucoup plus poussé, on va dire, et beaucoup plus regardé, parce que ça va venir vers Bamako. Et c'est pour ça que je dis c'est dommage, on aurait pu circonscrire ça. En tout cas, moi, j'arrive pas à comprendre comment le monde face au terrorisme ne peut pas régler la question du terrorisme au Mali, alors que on arrive plus ou moins, que ce soit aux États-Unis, en France ou un peu par ailleurs, essayer de circonscrire ce terrorisme. Oui, essayer de circonscrire, mais aujourd'hui, on a vu que, voilà, vous avez dit, l'opération Serval, c'était un échec, l'opération Barkhane également. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la menace devient de plus en plus sérieuse. Vendredi, il y a eu l'attaque dans le camp même de Kati, où se trouve la résidence même du président de la transition, Assimi Goïta. Donc, que vous inspire vraiment aujourd'hui cette situation sécuritaire dégradante? Beaucoup de peur parce que là, je pense que le lieu qui a été choisi sur le camp Kati, c'est quand même le haut lieu des autorités et des militaires maliens. Pour moi, c'est au-delà de cette tentative, c'est comme si c'était un pied de nez, comme si c'était une provocation. Et heureusement même que cette attaque a été déjouée. Mais vous imaginez s'ils étaient arrivés à leur fin, l'État, et puis je me demande, s'ils étaient arrivés à leur fin, est-ce que certains États ne seraient pas soulagés? Ça, c'est une question que je me pose. Certains États ne seraient... Quels États? Non, les États qui sont en mal avec les autorités de la junte, de la transition. Qui sont... Parce que je suis sûr que si cet attentat avait réussi, ils allaient dire voilà ce qu'amène le populisme. Maintenant, revenons aux choses sérieuses et on va régler la situation. Et moi, je pense que là, il faut avoir peur. Ils sont venus jusqu'au cœur du camp Kati. C'est même pas une banlieue anodine de Bamako. Camp Kati, c'est même plus proche du palais présidentiel qu'à l'intérieur même de Bamako. C'est juste... ça vaut même pas 15 km. Et il paraît que le Goïta a fait sa résidence, le président Goïta a fait dans Kati. Donc pour moi, c'est carrément... vous savez, on peut pas... ça me fait penser à la tentative d'assassinat à la mosquée. On peut pas contrôler un fou. On peut pas... Mais quand même, une tentative d'attentat. Aussi, je sais pas si ça a été structuré, mais carrément au niveau de Kati, pour moi, ça peut faire peur. Et là, c'était Kati. Donc imaginons maintenant à Bamako où il y a tous les dimanches des mariages. Si on veut faire un carnage, c'est pas difficile. Alors je pense qu'ils ont changé quand même leur façon d'opérer face à la montée en puissance des femmes. Oui, et puis comme on dit, bon après c'est l'armée française qui disait le temps qu'on a eu à les former. Donc ils sont quelque part, ils sont glorifiés en disant le temps qu'on les a formés, maintenant les militaires maliens sont opérationnels. Moi je pense que pour lutter contre le terrorisme, il faut que tout le monde soit derrière ces femmes en fait. Et que si vous avez un soutien international, ne faites pas de soutien, comment on va dire, de soutien d'intérêt.
traquons les terroristes. Vous avez tous les moyens, que ce soit satellitaire, de renseignement, travaillant avec les FAMA pour les terroristes et après pour la géopolitique, vous voyez après. Mais je pense que c'est dommage, c'est qu'une mort d'une personne, d'un Malien, j'ai pas l'impression que ça vaut beaucoup en fait. Parce que le nombre, prenez un otage américain au Mali et égorgez-le. Vous allez voir comment la puissance américaine va venir au Mali régler la situation. Donc, maintenant, M. Baba Deme, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir à bout de ce terrorisme au Mali et dans le Sahel? C'est de traquer, mais surtout d'avoir cette solidarité internationale. Moi, j'aurais voulu, je pense qu'il y avait la CEDEAO qui était là, la MINUSMA qui était là. Je pense que si vraiment ils travaillent ensemble et vraiment travailler ensemble avec des objectifs communs, je pense qu'on peut avoir de l'efficacité. Quand j'entendais, je crois que c'était l'ancien ambassadeur de France au Mali, son prénom m'échappe. Joël Meyer? Non, il était dans les années 2000. Normand. Exactement. Oui, Monsieur Normand, oui. Monsieur Normand qui disait, nous n'avions pas vocation à battre les terroristes, mais juste à stopper leur avancée. On joue avec les mots. Les terroristes, il faut pas stopper leur avancée, il faut les détruire. Vous les détruisez, vous réglez la situation. Alors, au même moment, on a vu quand même la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, que des partis politiques maliens ont demandé la démission du Premier ministre, de l'actuel Premier ministre, qui est Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense, où on parle des attaques de camps militaires. Je pense que c'est de la politique politicienne, en fait. Choguel Maïga, on l'a applaudi lors de son discours à l'ONU. Quelques semaines après, on le décrit. Moi, je pense que pour le Mali, il y a deux choses. Le départ de Ibeka et, entre guillemets, ce coup d'État, c'est arrivé au moment où il y avait une déliquescence des politiques. C'était aussi simple que ça. Déliquescence des politiques. Et c'était devenu quelque part un renouveau avec les militaires qui sont venus. Je pense que si on veut passer à cette transition et aux élections prochaines, on doit permettre en tout cas à la junte ou au Conseil national de transition de mener leur travail jusqu'aux prochaines élections. Et parce que là, ça devient de la politique politicienne et ça ne fait pas avancer. Le Mali a quand même le problème des terroristes. Mais au-delà des problèmes des terroristes, il y a aussi la pauvreté, l'économie. Donc je pense qu'on doit plutôt éviter la politique et de travailler vraiment sur les sujets qui sont... Alors nous resterons dans la politique. Nous sommes à quelques jours de la tenue des élections législatives au Sénégal. Et quelle lecture faites-vous de ces échéances électorales au pays de la Teranga? Pour moi, c'est la première fois même que ces élections législatives suscitent autant d'intérêt, en fait. Autant d'intérêt par les médias, parce que d'habitude, soit les élections législatives sont combinées avec les élections présidentielles. Donc là, le focus est surtout fait pour la présidentielle. Mais jamais les élections législatives n'ont eu autant d'intérêt, en fait. Et c'est dû à l'opposition qui n'a jamais été aussi forte. Moi, personnellement, dans l'histoire du Sénégal, à part peut-être avec l'avènement de Wade à ce moment-là, mais n'a jamais été aussi forte et aussi présente, et aussi on peut dire grâce aussi à la présence, parce qu'à l'époque de Wade, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'opposition sait jouer des réseaux sociaux. Ils savent comment travailler avec ce qu'on appelle, il y a un mot qui vient souvent au Sénégal, c'est la VAR. C'est-à-dire que le politique qui avait dit ça il y a 10 ans, on lui remet la VAR en lui disant tu avais dit ça, regarde. Et, il ne peut pas le contester. Et en plus, les enjeux politiques au Sénégal, c'est que l'opposition, qui est, on va le dire, c'est le leader de l'opposition, c'est Ousmane Sonko. L'État, en tout cas, la majorité présidentielle ne s'attendait pas à ce que Sonko se présente à ces élections parce que leur liste avait été oui, les listes avaient été invalidées. On avait mis les suppléants. Donc la logique pour le parti majoritaire, c'était de se dire que Sonko, et d'ailleurs Sonko, c'est ce qu'il avait dit, tant que
on n'a pas notre liste de validée, on n'ira pas aux élections. Sauf que les élections, et c'est là où moi, cette démocratie d'élection, pour moi, c'est un problème, c'est parce que il suffit il y a un seul qui vote pour votre camp et les autres boycottent, vous gagnez et vous êtes à l'Assemblée nationale. Et donc, pour le parti majoritaire, je pense qu'il misait sur le fait que sur les boycotts. Voilà, le boycott, et ils étaient encore à l'Assemblée nationale. Et là où ça a été très malin de l'opposition, c'est que non seulement ils n'ont pas boycotté, mais là actuellement, si vous suivez l'actualité des législatives, ils sont sur le terrain tous les jours avec une caravane et ils utilisent les méthodes que Wade, et que ce soit Wade et même Macky Sall ont utilisé pour gagner eux leurs élections. Et donc c'est cet enjeu, et si on fait un parallèle avec la France, on risque de se retrouver avec un parti majoritaire de l'opposition, en tout cas si l'opposition gagne, parce qu'on a cohabitation. Vous parlez de la cohabitation. Je pense même pas que Macky Sall va accepter cette cohabitation. Donc ils peuvent aller sur la dissolution de l'Assemblée nationale, ou alors il se peut qu'il y ait des problèmes, j'espère pas que ça aille... juridique. Non, même pas juridique, c'est-à-dire d'invalider, j'espère pas, d'invalider les résultats et créer le chaos au Sénégal. En tout cas... Alors, nous allons rester dans le cadre des élections législatives au Sénégal. Comment expliquez-vous, M. Dème, cette tension qui monte entre des coalitions, juste après les propos de l'opposant Ousmane Sonko, selon lesquels toutes les listes de l'opposition, à l'exception de Yewwi Askan Wi et Wallu, sont à la solde du président Macky Sall? Oui, après ça, c'est des phrases politiciennes. C'est bien joué de sa part. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des éparpillements de voix, autant dire à toute la population, votez cette liste, cette coalition, c'est que vous votez contre Macky Sall. Au lieu de... Et pourtant, c'est des élections législatives. Mais la consigne est, vous votez pour la coalition Yewwi Askan Wi, et vous votez contre le troisième mandat de Macky Sall. Et forcément, quand ils disent, est-ce que bon, c'est vraiment politicienne, c'est est-ce que votre vie a changé depuis que Macky Sall est là? Macky Sall est là depuis 2012. La plupart vont répondre non, on est toujours au même moment. Est-ce que vous voyez de l'amélioration dans votre... Est-ce que vous le voyez? Et en plus de cela, les gens, ils entendent les milliards dépensés. Eux, ils voient pas, ils voient qu'à leur porte. Et donc, forcément, c'est devenu un référendum pour ou contre Macky Sall. Et donc, quand il dit les autres partis, c'est bien joué pour moi. C'est bien joué. Les autres coalitions. Art Sénégal. Bien sûr. Donc, autres. C'est-à-dire on même traité même de l'opposant, on traitait l'opposant Sonko de menteur. Oui, mais on a connu la politique des transhumants. C'est-à-dire que ceux qui étaient contre, on leur paye, et puis du jour au lendemain, ils étaient avec le pouvoir. Donc, c'est bien joué de deux façons. C'est soit il les pousse à dire nous ne sommes pas avec Macky Sall, et quoi qu'il en soit, on ne sera pas avec Macky Sall, ou alors ça pousse la population à se dire eux là, c'est pas sûr avec eux, autant mettre ma voix sur Yewwi Askan Wi. Donc pour moi, tactiquement, c'est très bien joué de la part de Ousmane Sonko de pouvoir le faire. Alors Ousmane Sonko, vous l'avez dit tout à l'heure, est incontestablement le leader de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une façon pour lui, le fait qu'il a accepté d'aller aux élections législatives, malgré l'invalidation de, l'invalidation de leur liste, parce que c'est les suppléants, c'est la liste des suppléants qui a été acceptée. Voilà, donc malgré cette invalidation, il a quand même accepté d'aller aux élections législatives. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de montrer aux Sénégalais qu'après Macky, c'est forcément lui? Oui, en fait, c'est une façon de montrer. Mais il n'a pas attendu ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il est élu maire de Ziguinchor. Oui, il y a la mairie. Donc, il y a eu les élections locales au début de l'année. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler du concert des casseroles. Oui, où il a testé sa popularité en disant à tout le monde de sortir et de frapper sur les casseroles. Et ça rappelle quand Abdoulaye Wade disait si vous êtes fâché, sortez le brassard rouge. Et parfois, on voyait des brassares rouges sortir. Donc, il mesure sa popularité. Et là, effectivement, ça sera le vrai test parce que les enjeux de ces élections législatives, c'est aussi simple. Si Ousmane Sonko et sa coalition gagnent, pour moi, c'est la fin du régime de Macky Sall. Aussi simple que cela. Il lui restera au mieux 2 ans pour finir son mandat.
Mais s'il gagne, après avoir gagné les grandes villes aux élections municipales, s'ils gagnent l'Assemblée nationale, en tout cas s'ils ont une majorité, pour moi, c'est la fin du régime de Macky Sall. Tout à l'heure, vous parlez d'un mot qui est en vogue au Sénégal, qu'on appelle le VAR. Je pense que dans le VAR, Macky Sall avait dit qu'aucun président ne doit dépasser 2 mandats consécutifs. Et alors, quand on lui a posé des questions, à la télévision nationale, il avait dit qu'il ne va pas dire oui ni non. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Moi, j'ai d'autres vidéos où il a été clair. Il a été clair où il disait, en fait, le flou est nul ne peut briguer 2 mandats successifs. Mais son premier mandat de 7 ans, il l'avait déjà enclenché. Donc pour eux, nul ne peut briguer 2 mandats successifs. Il peut le dire de 5 ans. Entre guillemets, 3 points, c'est 5 ans. Mais pour moi, il a déjà dit, écoutez, moi j'ai fait un mandat de 7 ans et 5 ans et après c'est fini. Il y a aussi d'autres personnes de sa coalition qui ont dit la même chose. Les VAR sont là. Et jusqu'à preuve du contraire, Macky Sall n'a jamais dit qu'il avait l'intention de briguer un 3e mandat. Et pour le ni oui et ni non, ce qu'il disait, c'est pour éviter, il le dit, c'est pour éviter s'il se prononçait, que des membres de son gouvernement ou de son parti commenceraient à aller en campagne au lieu de travailler pour le Sénégal. Et donc, il préférait ne pas le dire. Donc pour moi, au moins, il n'a jamais dit qu'il briguait un 3e mandat. Donc laissons-lui le bénéfice du doute de respecter la Constitution. Justement, quand on voit un président en Afrique ou même partout dans le monde, s'il veut vraiment quitter la présidence, il prépare quelqu'un qui va peut-être le succéder dans son parti ou dans sa coalition. Mais au Sénégal, qui peut être le défunt de Macky Sall au cas où Macky Sall ne va pas se représenter à l'élection présidentielle? Moi, j'ai l'impression que inconsciemment, en fait, peut-être que inconsciemment ou indirectement, c'est lui qui a créé les leaders de l'opposition, en fait. Des leaders de l'opposition. Après, en Afrique, je pense que le leadership, moi, je pense que c'est plutôt ce qu'on voit des présidents. Les présidents sont les présidents rois. Imaginez-vous que lorsque les présidents, je ne parle pas forcément du Sénégal, mais d'autres pays africains, où quand on bâtit une route, on va vous dire, le président vous a donné ça. Pourtant, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent, effectivement. Et on va accueillir le président comme un sauveur, partout où il va. C'est le président qui vous a permis d'avoir ça, ça et ça. Le Macky a fait le terre, il a fait l'arène nationale, il a fait un certain nombre de choses, donc alors que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable, mais le problème c'est qu'un ministre aujourd'hui, un ministre nommé, on ne va jamais lui demander des comptes sur ses résultats. Par contre, le ministre, sur les droits qu'il a, les atouts ou les privilèges qu'il a, il va en abuser sans se poser la question, est-ce que j'ai réussi mon mandat? Moi, c'est pour ça que moi, ce type de régime copié sur la République française, et on voit l'État avec les limites de cette politique, ou en tout cas de ce type de démocratie, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train, Macron même a dit, nous allons réinventer la politique. À nous, les Africains aussi, de ne pas... On a d'autres modèles politiques comme... Pourquoi même ne pas chercher nos propres modèles politiques? Mais regardez par exemple en Allemagne. Il n'y a pas de limitation de mandat. Regardez par exemple au Rwanda aussi. Tout le monde aujourd'hui est en train de honorer le travail de Kagame. Et pourtant, il y est depuis 1994. Mais personne ne va parler de la longueur de son mandat, parce qu'il fait du travail en fait. Et aujourd'hui, on va voir Paul Biya. Mais la seule chose qu'on retient de Paul Biya, c'est que depuis 40 ans, il est au pouvoir. Et que son pays malheureusement n'avance pas comme il devrait avancer. On va parler également du Congo. On parle de Cameroun comme un continent au lieu d'un pays. Parce que vu la superficie, vu le nombre d'ethnies, vu un certain nombre de ressources qui sont dans ce pays. Oui, mais après le Cameroun, je veux dire, si vous regardez la superficie du Mali, je pense que c'est beaucoup plus grand. Vous regardez RDC aussi. Mais je pense qu'on doit quand même avoir des politiques qui doivent servir le peuple, que eux de se dire, c'est pas dominer le peuple, mais on va donner au peuple les restes qu'on pourra leur donner en fait. Donc... Merci Monsieur Babadem, vous êtes coach et formateur en développement personnel. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.
Quant à moi, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous samedi à partir de 13h pour un autre numéro de votre émission Africactu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique à travers nos plateformes Facebook,